10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que vous passez une super journée. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Il reste plus beaucoup de vidéos avant la conclusion officielle définitive de cette saison. Et des matchs, il en reste plus qu'un. Plus qu'un match. Et on a de la chance, c'est plus qu'un match. Parce que c'est le grand, le gros, la finale de l'Euro. Et je veux dire, c'est un match qui est hyper intéressant parce que je trouve qu'il incarne bien notre ère footballistique. Angleterre, Espagne, bon, c'est les deux grands championnats de notre millénaire, la Liga des années 2010, la Première Ligue des années 2020. C'est aussi bien sûr 16 des 20 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions sur les 20 dernières éditions de la Ligue des Champions. 16 des vainqueurs étaient soit espagnols, soit anglais. Sur ces 20 finales, il y a 10 finales qui sont espagnoles-anglaises, anglaise-anglaise ou espagnol-espagnol. Ok. Sur les 12 joueurs les plus valuables du monde sur Transfermarkt, avec la valorisation marchande la plus élevée, sur les 12, il y en a 5 qui appartiennent au Real Madrid, 5 autres qui appartiennent soit à City, soit à Arsenal. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? La saison dernière, en Première Ligue, quand on regarde le top 4, 3 de ces clubs étaient entraînés par un entraîneur espagnol. Voilà. Angleterre-Espagne, à bien des égards, c'est la finale qui symbolise notre 21e siècle. Et on l'a devant nous, elle reflète le moment qu'on vit. Donc il y a tout ça. Et pourtant, en grand tournoi, dans une compétition majeure, Euro ou Coupe du Monde, c'est presque une affiche inédite. On l'a jamais eu au 21e siècle. On l'a eu récemment, ok, sur la Ligue des Nations, quelques matchs amicaux. Mais pour remonter à un vrai match important, bah, c'est l'Euro 96, et ça fait 0-0. Et avant ça, c'est la Coupe du Monde 82, et ça fait 0-0 aussi. Donc on n'a pas de vrai point d'inflexion ou d'indice donné par l'histoire. Les cotes, elles, ouais, ont une petite orientation quand même. L'Espagne est à 2,50 pour la victoire en 90 minutes, l'Angleterre à 3,50. Et sur la victoire totale, l'Espagne 1,65 pour soulever le trophée, l'Espagne 1,65 et l'Angleterre à 2,30. Donc, on va passer à la preview au prono. Comme vous le savez les amis, ces cotes sont celles que vous trouvez sur Winamax, mon sponsor et mon partenaire. Bon, c'est peut-être la dernière occasion de la saison de s'inscrire si vous ne l'avez pas encore fait et si vous souhaitez miser sur ces matchs. Avec le lien en description, vous avez bien sûr accès à la meilleure offre de bienvenue de France, l'offre spéciale Winamax Willou. Vous faites un premier dépôt après avoir cliqué sur le lien, il est immédiatement doublé en pari gratuit et vous recevez en plus de ça tout de suite 10 € en cash. Ça transforme un dépôt minimum de 15 € en 40 par exemple. Et c'est un vrai soutien pour la chaîne parce que chacune de ces inscriptions faites avec ce lien me monétise, me rémunère. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait. Si vous le faites toutefois, soyez majeur, interdit aux mineurs et faites attention. Plutôt des petites sommes sur ce dernier match de l'Euro. Je ne sais pas à quel point il est indécis. Bon, peut-être c'est le prono qui a le moins de suspense de l'histoire de la chaîne. Parce que bon, on en parle depuis un moment. Mais il y a quand même plein de choses à dire sur cette finale. Donc on va commencer par l'Espagne, où tout le monde est là. Il n'y a pas, à part Pedri bien sûr, mais qui a été remplacé par Dani Olmo, et on va dire fort efficacement. Il est le co-meilleur buteur de l'Euro, et le joueur le plus décisif, si on additionne but et passe décisive de l'Euro. Je pense que j'ai la stat ici. Si on regarde, joueur, but, il est là à 3, but plus passe décisive, à 5 personnes fait plus. Donc Dani Olmo a très bien remplacé Pedri. Sinon c'est bien sûr ce milieu de terrain toujours aussi fort, Fabien Ruiz, Rodri, Marco Correa qui fait un très bon Euro, Nico Williams et Lamine Yamal, Morata, Simon dans les buts. Il y a peut-être une petite interrogation avec le retour de suspension de le Normand, de Carvajal aussi qui revient, ça c'est un très gros point pour l'Espagne. Mais le Normand, Nacho donne plutôt satisfaction. Le Normand est pas dans les 5 meilleurs Espagnols du tournoi, peut-être il y a un léger doute là-dessus, mais je suis parti sur le Normand quand même, qui retrouve sa place dans le 11 côté espagnol. Et ouais, de toute manière, on connaît bien cette équipe maintenant, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 1000 ans. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que c'est la meilleure équipe du tournoi, et on le voit depuis le début, c'est la meilleure attaque, c'est l'équipe qui a le plus de la meilleure production, le plus de grandes occasions créées, le plus de XG produits, c'est l'équipe qui a le plus de possessions remportées dans le dernier tiers par match, avec 7,3.
C'est une équipe qui a son ADN historique de contrôle, ça on le sait, mais qui a ajouté d'autres choses aussi. La contre-pression, bon ça fait partie de l'Espagne classique, mais elle le fait très très bien, surtout dans les zones axiales. Et surtout la verticalité, ça elle l'a ajouté avec Nico Williams, avec Lamine Yamal. C'est des images qu'on avait déjà montrées dans la preview d'Espagne-France, on recycle un peu. Mais cette Espagne nous surprend plus, on sait ce qu'elle est capable de faire. Et la verticalité qu'elle a ajoutée la rend extrêmement menaçante. J'ajouterai deux choses, des choses qu'on a de plus en plus vues au fur et à mesure du tournoi, parce que la verticalité, c'était, on le disait même avant la première seconde jouée à cet Euro 2024, avec des profils comme Yamal, comme Williams, c'était très visible. Mais quelque chose qu'on a vu de plus en plus émerger, je dirais, au fur et à mesure de la compétition, c'est d'abord la mentalité. Alors, il y a deux choses que je trouve intéressantes, 2 matchs et même 3 de cette Espagne, sur les 3 à élimination directe. 2 fois l'Espagne s'est retrouvée menée, contre la Géorgie, contre la France. On attendait de voir ça, parce qu'on les a pas vus encaisser le moindre but en phase de groupe. Ils sont revenus à chaque fois dans la rencontre, et finalement ils l'ont nettement dominé. La mentalité, je l'appliquerai aussi à ce quart de finale extrêmement épique, intense, nerveux contre l'Allemagne, qui ressemble, oui, à une finale avant l'heure. Donc, l'Espagne s'est en plus forgée, je trouve, une carapace mentale, a montré énormément de résilience. C'est quelque chose sur lequel on l'attendait pas mal, parce qu'on sait cette équipe, même historiquement, capable de dominer des rencontres qui lui sont simples. Je trouvais que la performance contre l'Italie, quand même, était impressionnante de maîtrise, mais t'as envie de les voir dans la difficulté. On les a vus dos au mur, on les a vus dans la difficulté, et ils ont ajouté donc cette dimension supplémentaire, je trouve, mentale au fur et à mesure de leur tournoi, où ils l'ont montré en tout cas, que je trouve notable. Contre l'Allemagne, ils se sont accrochés. Je vais dire aussi, quelque chose qu'ils ont montré de plus en plus, la variété. 9 buteurs différents pour l'Allemagne sur cet Euro. Et c'est à l'image, c'est une bonne image d'un collectif où tout le monde est extrêmement impliqué. Même les remplaçants, même en sortie de banc, Mikel Merino marque le but espagnol le plus important de la compétition, limite. Enfin, même pas limite, c'est sûr. Ouais, on a un Ferran Torres qui a marqué, bon ça c'est le match contre l'Albanie, le troisième match, mais il y a des gars qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau de contribution. Dani Olmo, très bon exemple, qui n'était pas dans le 11 à la base, qui est le joueur le plus décisif de l'Euro. Fabien Ruiz aussi, qui a 2 buts, 2 passes D. Mais ouais, 9 buteurs différents, cette variété, tout le monde impliqué, un groupe qui vit très bien, ça se voit, et un collectif, un bon symbole d'un collectif harmonieux. Enfin, pour l'Espagne, je vais ajouter une dernière caractéristique qui a émergé, la constance. 6 matchs, 6 victoires. Pour la première fois de l'histoire de l'Euro. Alors ça fait pas si longtemps qu'on joue des Euros où tu peux jouer autant de matchs. Parce que même, je sais pas, à une époque, au tout début, il n'y avait que 2 matchs. Il n'y avait que 4 équipes qui se qualifiaient pour l'Euro. En 60, 64, peut-être 68 aussi. Et tu joues direct, c'était plus la phase de qualif qui était longue, mais après tu joues demi-finale, finale direct. Mais même récemment, le 8ème de finale par exemple, avec les meilleurs 3e, c'est une innovation. Qui je pense date de 2016. Donc voilà, tout ça pour dire, il faut nuancer un peu ces stats, regarder le contexte historique, mais quand même, 6 matchs, 6 victoires, et pas contre n'importe qui, contre la France, contre l'Allemagne, s'ils battent l'Angleterre en finale et qu'ils font le perfect 7 sur 7 en ayant sorti les 3 favoris pré-tournoi. Allemagne, France, Angleterre, c'était les 3 favoris des bookmakers, tout le monde partait grosso modo sur un des 3 pour la victoire, quasiment tout le monde. Et en plus, en étant sorti de ce qui était supposé être le groupe de la mort, avec 3 victoires, 9 points. Croatie, Italie, c'était censé être, ça n'a pas trop été à la fin, mais c'était censé être costaud. Donc ouais, c'est à la fin, s'ils battent l'Angleterre, une vraie victoire sans tir au but, est-ce que c'est pas le plus beau parcours de l'histoire de l'Euro? Quand tu viens d'enchaîner Allemagne, France, Angleterre, peut-être à nuancer par la qualité de l'opposition où on n'est pas sur les meilleures versions de la France et de l'Angleterre. Ils n'ont pas encore battu les Anglais. L'Allemagne, pas mal par contre. Mais ouais, donc ça me parle beaucoup. Cette constance, c'est juste une Espagne qui fait un très très gros tournoi. Et j'ai découvert un phrasé récemment en regardant, parce que du coup, je regarde les matchs généralement sur les chaînes locales. Je regarde les matchs en VO, entre guillemets. Du coup, je regarde tous les matchs de l'Espagne sur la chaîne espagnole. Et j'ai découvert une formule, c'est vencer y convencer. Vaincre, excusez l'accent, mais vaincre et convaincre. Et j'adore. Je crois que j'ai l'utiliser beaucoup plus, parce que ça exprime bien la dualité qu'on est toujours en train d'essayer de chercher ou de définir. Est-ce que cette équipe a les deux choses? Est-ce qu'elle gagne, et est-ce qu'elle gagne le match et aussi le cœur des supporters?
Bah ouais, cette Espagne, elle est totalement dedans. Elle est dans le vrai, elle y est. Et c'est une très très belle équipe de football. Eux, un peu moins. Un peu moins. Ils sont moins convaincants. Cette formule n'existe pas en anglais, bizarrement. Win and convince, c'est pas tout à fait la même chose. Et c'est vrai que ces Anglais sont un poil moins séduisants. Il y a des choses qui peuvent donner un petit motif d'optimisme quand même. Il y a des performances individuelles intéressantes. Je trouve que Kobe Mainoo au milieu, bah, demain tu fais le 11 de la compète, il en est pas trop loin. Bukayo Saka est top. On a vu aussi Foden et Bellingham qui se partageaient plus la largeur et le terrain. Sur le dernier match contre les Pays-Bas, qui d'ailleurs est le meilleur match de l'Angleterre depuis le début. Conclu par cette frappe, cet enchaînement superbe d'Ollie Watkins. On a débriefé la rencontre l'autre jour. Mais ouais, ça c'était... Ils ont peut-être un peu de momentum. Ils arrivent avec leur meilleur match. Et un match qui en plus a été remporté à la dernière minute. Donc ça c'est vraiment la dernière image de la dernière fois qu'ils ont été sur un terrain de football. Ça peut te mettre peut-être dans un bon esprit avant cette finale d'Euro. Donc voilà, ça c'est ce que je dirais pour l'Angleterre. Maintenant, ça se limite un petit peu à ça, même si ça va de mieux en mieux dans l'ensemble. C'est quand même pas très très convaincant footballistiquement. Kane fait... Pourtant, il est co-meilleur buteur de l'Euro avec 3 buts, mais la réalité, on a tous vu les matchs, il fait un des moins bons tournois de sa carrière. C'est pas pour rien, je trouve que le symbole de leur victoire dans leur meilleure rencontre, de leur qualif pour la finale, c'est plutôt Watkins qui entre, qui fait un appel qu'on voit peu Kane faire. Son enchaînement est superbe aussi. Donc ouais, il y a un monde où Watkins avec genre quoi 50 minutes de jeu ou 40 minutes de jeu cumulées sur 6 matchs, à limite plus convaincu que Kane avec 3 buts, si on pousse un peu le truc. Et ouais, le système, je pense que ce sera le même donc que contre les Pays-Bas, parce que ça a de mieux en mieux marché. Et je me demande si Shaw, qui est revenu, et Trippier aussi, qui a senti une petite gêne, qui a été sorti à la mi-temps, si je ne m'abuse, contre les Pays-Bas, je me demande qui est titulaire, parce que pour le coup, avec Yamal en face, qui aime tellement rentrer à l'intérieur, mettre son petit ballon par-dessus et utiliser sa magnifique surface de pied gauche, c'est peut-être un des rares moments où avoir un piston gauche droitier pourrait être pertinent pour le défendre sur ton pied droit, pour que Trippier défende Yamal en étant positionné sur son pied fort. Il y a peut-être un truc par rapport à ça, mais je ne sais même pas s'il sera fit. Et Shaw apporte aussi plus de danger sur la largeur. C'est un meilleur complément des autres offensifs anglais. Donc ouais, c'est un petit peu comme ça que je verrai les choses. Pour l'Angleterre, on verra comment ça joue. Pour l'instant, ça joue pas très très bien, mais c'est une finale. Ils ont l'expérience des finales, il y a 3 ans notamment. Donc ouais, c'est un petit peu comme ça que je vois les choses. Mon prono, il n'y a pas un énorme suspense, parce que j'en parle depuis un moment. Comme on a dit, où est-ce qu'ils sont l'Espagne 2,50, Angleterre 3,50, vainqueur de la finale, Espagne 1,66, Angleterre 2,30. Je vais dire attention quand même à l'Angleterre, parce que c'est une finale, c'est toujours des matchs très très particuliers. Même tous les joueurs le disent, les ex-joueurs sur plateau, ils disent une finale c'est vraiment différent, parce que tout ce qu'il y a autour est différent. Tu rentres, le stade est différent, il est vraiment 100% partagé. Il y a cette cérémonie avant. Il y a plein d'habillages différents. Et puis il y a évidemment une nervosité, une tension intrinsèque à l'importance du match qui est forte. Mais c'est des matchs qui ressemblent à aucun autre. Et donc ça c'est toujours à prendre en compte. Pour l'instant l'Espagne semble bien au-dessus. Mais est-ce que ça pourrait équilibrer un petit peu les débats? On va dire aussi une finale, l'Angleterre connaît bien cette situation. On l'a dit aussi, une bonne partie de son groupe était là, je dirais, une dizaine de joueurs, peut-être 11, étaient là il y a 3 ans, en 2021, quand ils perdent contre l'Italie. Après, footballistiquement, pour moi, l'Espagne sait faire trop de choses. Et ils ont aussi des gars capés, qui connaissent bien les finales. Je sais pas, les 2 dernières finales de Ligue des Champions, elles ont été décidées par 2 Espagnols buteurs. Carvajal en 2024, Rodri en 2023. Il y a des gars qui connaissent bien l'intensité de ces rencontres. Et mon prono depuis le début, on était à quelques jours du coup d'envoi d'Allemagne-Écosse, mon prono c'était dans une finale Espagne-Angleterre, l'Espagne l'emporte et même l'emporte en 90 minutes. 1-0 à 6,75 avec un but. Vous l'avez, je crois. Bien sûr, avec un but
avec un but, où est-ce qu'il est, de Rodri, qui est à 8, comme dans le Manchester City Inter, en gros, c'était mon truc. Est-ce que vous vous souvenez de la minute? On a quelqu'un qui veut dire bonjour. Est-ce que vous vous souvenez de la minute? C'était 70e. Donc voilà, c'est mon prono depuis le début. Ça nous donne un my match qui est coté à combien? 48. Si ça se produit exactement comme je pense, c'est 48. On verra. Pour l'instant, on n'est pas trop mal sur les pronos. Bon, évidemment, c'est 48, ça veut dire que ça a même moins d'une chance sur 48 de se passer exactement comme ça. Sinon, les bookmakers font jamais d'argent. Mais voilà mon prono donc pour ce match. Je vais dire, au-delà du prono, j'aime bien faire cette petite vidéo parce que c'est la possibilité de commencer à dessiner les enjeux, les narratives. Vous savez, j'adore les narratives. Et il y en a quelques-unes là. Déjà, avec une victoire, l'Espagne, 4 euros, dépasserait l'Allemagne. Pour l'instant, ils sont tous les deux à 3. L'Espagne serait la nation du continent qui a remporté le plus d'euros. Et voilà, il prendrait le dessus, là, il serait définitivement la meilleure nation européenne du 21e siècle, mais ça c'est peut-être déjà le cas. Il serait au sommet du continent, personne au-dessus, 4 euros. La deuxième chose, Rodri rentre dans la conversation, et surtout si ça se passe comme ça, Rodri rentre dans la conversation Ballon d'Or. Alors je sais pas jusqu'où, on est quand même sur, généralement les joueurs offensifs ont un vrai avantage, mais le Brésil en Copa América, Vinicius semblait tenir la corde, et si l'Espagne l'emporte, peut-être que la Ligue des Champions passe un poil au second plan, parce que ça restera aussi une compétition vraiment marquante, je trouve, leur tournoi. Comme on a dit, le 7 sur 7, Rodri a été excellent, qui peut finir MVP du tournoi sans trop de surprise. Voilà, ça c'est un deuxième truc. Je dirais aussi Lamine Yamal, dans quelle position au Ballon d'Or est-ce qu'il se retrouve, et est-ce qu'il peut finir MVP de la compétition, parce que c'est totalement possible pour lui aussi, à 17 ans. Il aura fêté ses 17 ans, et il les fête demain, donc la veille du tournoi. À 17 ans, peut finir meilleur joueur du tournoi, plus que meilleur jeune, meilleur joueur, et Ballon d'Or, je sais pas, un top 5, et avec le tournoi qu'il a fait, un top 5 pour moi est pas du tout scandaleux. Son but contre la France, un des meilleurs buts du tournoi, change la dynamique du match. Et puis il reste cette finale où il pourrait être encore plus décisif, donc ça c'est un autre truc à considérer. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Carvajal, quelle position Ballon d'Or aussi. Est-ce qu'il peut rentrer dans le top 10? Je sais pas, j'ai trouvé immense sur ce tournoi. Il a tellement de moments iconiques. Il marque le but important en finale de Champions pour soulever sa sixième C1. Je trouve Carvajal, c'est un gars qui mérite plus de reconnaissance. Donc ça pourrait être l'opportunité. Ça, c'est tous les cas où l'Espagne l'emporte. Maintenant, si l'Angleterre gagne, on a le premier trophée international depuis 66, le premier grand trophée depuis 66. C'est un moment de délire national. Et c'est ce que cette nation attend depuis si longtemps. Je dirais, aujourd'hui, en 66, si tu voulais voir l'Angleterre gagner en 66, disons, il faut avoir minimum 10 ans, il faut être né en 56. Et il y a bien 3-4 générations de supporters qui n'ont jamais vu l'Angleterre gagner quoi que ce soit. Donc, il y a ça, bien sûr. Tout le processus Southgate, toute cette histoire devient un peu justifiée aussi. Tous ces crimes footballistiques sont pardonnés. Il est... ouais. C'est la... Comment est-ce qu'on dit? C'est l'amnistie. Donc ça, ce serait intéressant comme développement quand même. Kane peut gagner à 31 ans. Il a 31 ans dans quelques jours. Il peut gagner le premier trophée de sa vie professionnelle. Ça peut être l'Euro. Et il peut finir meilleur buteur. Il est co-meilleur buteur pour l'instant, mais il peut même finir avec un but en finale, par exemple. Il pourrait finir meilleur buteur net de l'Euro, en ayant pourtant fait, si vous avez tous vu les matchs, en ayant pourtant fait un tournoi assez décevant par rapport à ses standards. Franchement, il fait pas un très bon tournoi. Et pourtant, le gars peut finir, et c'est ouf, ce gars qui a tellement brillé individuellement, des saisons records de partout où il est passé, mais sans jamais gagner de trophées collectifs. Là, il vit peut-être un de ses moins bons moments individuels. Il va peut-être gagner le grand trophée de sa vie. Et peut-être soulier d'or aussi. Enfin bref, je trouve ça très spécial, très intéressant. Le football rit de nos récits.
et de nos narratives. Est-ce que j'en ai un dernier? J'en ai un dernier. Si l'Angleterre gagne avec un grand tournoi de Bellingham, lui le vainqueur de la Champions, ça devient lui le favori du Ballon d'Or, je pense. Surtout avec son but contre la Slovaquie. Ouais. Et à 21 ans et 13 jours, aujourd'hui, je vais aller regarder le Ballon d'Or, je crois qu'il est remis fin octobre, le 28 octobre, j'ai ma date. Si c'est effectivement le cas, et qu'il remporte le Ballon d'Or le 28 octobre 2024, il deviendrait le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire du Ballon d'Or, à quelques jours de Ronaldo, qu'il a remporté à 21 ans et 96 jours. Ça fait 21 ans et à un poil plus de 3 mois. Bellingham, ce serait 21 ans. Et on est quoi? On est 12 juillet, donc disons tout juillet, tout août, tout septembre, tout octobre. 3 mois et demi à peu près. À quelques jours près, il aurait été le plus jeune vainqueur de l'histoire du Ballon d'Or. Le plus jeune vainqueur donc, ouais, un des plus jeunes vainqueurs. Plus jeune vainqueur au 21e siècle, parce que Ronaldo l'a gagné, celui-ci, il l'a gagné en 97. Et il serait devant Michael Owen, qui a fini deuxième, qui est le deuxième joueur le plus jeune, mais 22 ans et 4 jours, quand il remporte la distinction. Donc ouais, ça aussi je trouve un petit truc à noter. Voilà, vous en avez eu un petit peu plus que le simple prono, parce qu'il n'y avait pas énormément de suspense sur celui-ci. Je pense totalement que l'Angleterre peut le faire. C'est une finale, il ne faudra pas me dire que si l'Angleterre le fait, voilà, c'est possible, c'est clairement possible. C'est pas le prono France-Espagne, c'est le prono Angleterre-Espagne. C'est possible, mais l'Espagne me semble juste un petit peu au-dessus, même nettement au-dessus dans à peu près tous les compartiments du jeu. Et à la fin, je pense que c'est suffisant pour être considéré comme ouais, bien le favori. Et je pense qu'ils le font. On a vu tous les matchs de 7 euros, on a vu les 50 et des 51, il en manque un. Et sur les 50 et des 51, l'Espagne est de très très loin la meilleure nation footballistiquement. On verra si ça suffit. On verra si il y a un truc avec ce pays, avec Bellingham, avec Southgate. Est-ce que c'est la malédiction de Kane? Est-ce que c'est plutôt ce Bellingham invincible? Il peut y avoir un scénario un peu de folie, but à la fin. Ça va être intéressant et on sera là pour le débriefer. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a mis un petit peu en appétit. Malgré l'élimination de l'équipe de France, je trouve quand même ce match fascinant. Et on se retrouve dans 2 jours pour l'analyser. Prenez soin de vous les potes, passez un excellent week-end et à dimanche. Bisous.